Alors, ensuite, donc, comme je vous le disais, trois sens distincts, trois sens distincts sont opposés à l'intérieur de cette définition générale de représentation nette d'une chose. Alors, d'abord, premier cas, par réflexe acquis, par actualisation d'une connaissance mémorisée antérieurement. Alors, je vous donne les exemples, ou le premier exemple qui est donné à l'appui de cette définition par le Trésor de la langue française. C'est une citation de Taine dans la philosophie de l'art. Alors, il est question d'un individu qui entend prononcer le mot arbre. Donc, cet individu logera, en entendant prononcer le mot arbre, logera ce signe en sa tête, dans une case étiquetée et distincte. C'est là ce qu'aujourd'hui nous appelons comprendre. Donc, vous voyez bien cette idée de comprendre comme mettre dans son esprit, mais sans que cela requiert un effort particulier. Lorsque vous entendez quelqu'un vous dire quelque chose dans la langue que vous maîtrisez parfaitement, eh bien, vous ne vous posez pas la question de l'accès à cette information. Cela est immédiat, sauf en cas de bruit, par exemple, sauf en cas de bruit ou de difficulté de lisibilité, dans le cas d'une écriture, dans le cas de l'accès à un message écrit. On peut avoir évidemment une écriture très difficilement lisible, mais bon, ce n'est pas un problème évidemment d'interprétation. C'est simplement le réflexe est bloqué parce que l'information qui vient et qui devrait nourrir ce réflexe est un peu défaillante. Deuxième acception, par effort de réflexion. Alors là, ça se subdivise en deux choses. D'une part, se faire une idée claire des causes, des conséquences qui se rattachent à telle chose et qui l'expliquent. Se faire une idée claire des causes, des conséquences qui se rattachent à telle chose et qui l'expliquent. Autrement dit, là, comprendre, c'est saisir les causes. Comprendre quelque chose, c'est saisir les causes de cette chose, fournir une explication causale. Voici un exemple de Claude Bernard dans les principes de médecine expérimentale. Les expériences scientifiques sont faites d'après une idée préconçue qu'il s'agit de vérifier ou de contrôler afin de comprendre le phénomène et de saisir dans toutes les circonstances qui accompagnent la production du phénomène celle qui constitue réellement son déterminisme et doit être appelée sa cause prochaine. Donc voilà, comprendre au sens, disons, là ça s'applique bien, on le voit au cas de la science, comprendre au sens de fournir une explication causale. Mais toujours dans la rubrique par un effort de réflexion, il y a une deuxième signification qui est se faire une conception personnelle ou idéale de telle chose. Alors, par exemple, comprendre quelque chose d'une certaine façon. Voilà comment je comprends telle chose. Là, c'est un exemple de Chateaubriand. Comment comprendre la félicité des élus? Bien. Donc là, vous voyez qu'on est plus du côté de l'interprétation. Alors là, cette problématique de la tension, disons, entre la compréhension et l'explication, qui est une problématique caractéristique de l'herméneutique philosophique, elle sera abordée au moins dans deux conférences, celle de Jean-Claude Jans, l'approche herméneutique du comprendre, et également celle de Guy Degnaud, l'unité du comprendre, qui lui aussi est quelqu'un qui connaît très très bien la problématique de l'herméneutique et qui est d'ailleurs l'auteur d'un petit livre que je vous conseille, chez Vrin, qui s'appelle « Qu'est-ce que comprendre ?» simplement. Bon, c'est un livre de philosophe, mais qui est abordable, à mon avis, et qui est court. Enfin, je veux dire, c'est une référence bibliographique tout à fait abordable pour vous dans le cadre de ce cours. Alors, troisième et dernière acception, donc on avait, je vous rappelle, d'abord par réflexe, ensuite par effort de réflexion, et enfin par intuition dans une saisie spontanée. Alors, il y a une parenthèse explicative sur laquelle je reviendrai, mais je vous donne d'abord les exemples de cette acception. Alors là aussi, ça se subdivise en deux cas. Il y a d'abord se rendre compte de la réalité de telle chose, prendre conscience de son importance. Alors, voici un exemple de Zola, une page d'amour. La proposition du prêtre venait de remuer en elle ce coin obscur où elle évitait de lire, et à la douleur qu'elle éprouvait,
Elle comprenait enfin la gravité de son mal. Elle avait l'effarement et la pudeur d'une femme qui sent glisser son dernier vêtement. Ensuite, un autre exemple. Tout à coup, j'eus le sentiment que le visage de ma mère avait changé dans la conjugaison de tous ces signes. Il me fallait bien distinguer quelque chose de nouveau, de très triste et de très angoissant. Je compris tout cela soudain. Vous voyez, donc là, ce sens de la compréhension, c'est vraiment l'idée d'une prise de conscience de quelque chose. Et alors, c'est là qu'est intéressante la parenthèse qui apparaît dans le TLF. Donc, cette saisie par intuition dans une saisie spontanée, généralement, donc voilà le contenu de la parenthèse, généralement, après une longue maturation plus ou moins inconsciente de l'observation, du jugement, de l'expérience personnelle. Donc, vous voyez qu'il y a l'idée que c'est quelque chose de spontané, d'immédiat, mais cette immédiateté, elle est le fruit de quelque chose qui a subi un temps d'élaboration plus ou moins long. D'accord ? Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait important dans les questions de la compréhension. J'y reviendrai en conclusion. Question de l'approche temporelle du processus de la compréhension. Alors, dernière acception, donc toujours à l'intérieur de cette partie sur l'intuition. Là, c'est plus, disons, le sens psychologique de comprendre. Appréhender quelqu'un ou quelque chose dans toute la vérité de sa nature profonde par une communion affective, spirituelle. Comprendre quelqu'un, quelque chose. Bon, vous voyez bien ce que ça signifie. Je vous donne un exemple de Maupassant dans les Contes et Nouvelles. Quel mystère que la pensée inconnue d'un être, la pensée cachée et libre, que nous ne pouvons ni connaître, ni conduire, ni dominer, ni vaincre. Et moi, j'ai beau vouloir me donner tout entier, ouvrir toutes les portes de mon âme, je ne parviens point à me livrer. Je garde au fond, tout au fond, ce lieu secret du moi où personne ne pénètre. Personne ne peut le découvrir, y entrer, parce que personne ne me ressemble, parce que personne ne comprend personne. Vous voyez le sens psychologique de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces définitions ? Eh bien, je dirais qu'on peut regrouper ces trois acceptions, au fond, sous deux grands cas de figure qui permettraient de dégager deux grands types de compréhension. Donc, une compréhension sans effort, plus ou moins automatique, et puis une compréhension qui demande un effort. Alors, dans le cas de la compréhension sans effort ou automatique, on distinguera la compréhension par réflexe de la compréhension par intuition, et puis la compréhension qui demande un effort qui relève d'une activité volontaire, c'est la compréhension qui est autour de l'idée de clarification, de recherche de la netteté de quelque chose qui paraît confus, etc. Alors, les cas de la compréhension sans effort, automatique, etc., ne sont pas des cas simples de la compréhension. Parce que, au fond, le décodage, même s'il n'est pas le décodage au sens de la compréhension ordinaire, s'il n'est pas au cœur de cette réflexion, puisque au cœur de ce séminaire, il y a quand même cette interrogation centrale sur la compréhension de l'incompréhensible. Mais cette focalisation sur ce problème de la compréhension, cette vision de la compréhension, elle ne doit pas laisser entendre que la compréhension simple des mots de notre langue maternelle, par exemple, c'est un processus tout à fait élémentaire. D'un point de vue physiologique, c'est extrêmement complexe. Et puis, on sait bien que dans le cas de l'apprentissage des langues étrangères, le simple accès à l'information pose toutes sortes de problèmes. Je vous donne, c'est quelque chose de tout à fait évident, ce que je viens de dire, mais je ne résiste pas au plaisir de vous lire un tout petit passage d'un texte qui porte sur la prosodie, et qui contient un entretien d'Ivan Fonag, un spécialiste tout à fait intéressant pour les gens qui s'intéressent aux questions d'analogie, d'iconicité, etc. Entretien d'Ivan Fonag avec Elisabeth Grimbetière. Et donc, il dit la chose suivante... c'est une partie qui s'appelle « Premières découvertes et premières interrogations ». Donc c'est un peu la naissance d'un linguiste.
Alors voilà ce qu'il dit. Je vais vous parler de mes rencontres avec l'intonation et vous montrer combien y sont liées les préoccupations d'ordre méthodologique. Travailler sur l'intonation, contribuer à travailler dans le domaine méthodologique pour la simple raison que la méthodologie des langues ignorait la prosodie et les seules connaissances que l'on apportait à cette époque servaient à enrichir l'enseignement des langues. Bon, alors c'est là, à partir de là que ce que je voulais lire m'intéresse. En 1938-39, 1938-1939, j'étais un jeune étudiant à Paris et ma première impression fut terrible. Je ne comprenais rien à ce que disaient les jeunes auxquels je pouvais m'adresser. Dès la frontière, je m'étais rendu compte du phénomène en écoutant parler les gamins de 11, 12, 13 ans. Je ne comprenais strictement rien à ce qu'ils disaient. L'incompréhension tenait à plusieurs raisons, sans aucun doute, mais d'abord et avant tout à des raisons prosodiques. J'avais appris le français à l'école et même à la maison avec mon oncle. Je pensais alors être bien préparé à entendre du français car j'avais étudié les discours politiques. Ceux-ci, enregistrés en 1911-1912 dans le style rhétorique de l'époque, possédaient l'accent soigneusement, toujours placé sur la dernière syllabe, avec une intensité toujours montante, régulièrement montante, et avec un rythme relativement lent. Ces discours-là, je les comprenais bien, mais les gamins que je rencontrais dans la rue ne me semblaient pas du tout parler comme des orateurs des discours politiques d'avant-guerre. Bon, voilà. C'est juste un petit exemple, mais pour vous montrer que le simple décodage, hein, je dis le simple décodage parce que, effectivement, ce qui m'intéresse plus, c'est la compréhension au sens de la compréhension de l'incompréhensible, mais le simple décodage, pour un linguiste, pour quelqu'un qui travaille sur le versant réceptif du langage, c'est quelque chose de très très compliqué.